Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On retrouve maintenant Rémi Villemur qui a suivi avec attention cet entretien qu'on vient de faire avec Guillaume Lavoie, qui a surtout suivi avec attention ce qui s'est passé aux États-Unis hier avec cette conférence de presse de Joe Biden et cette journée, en fait, aussi, là, ça a été une journée assez particulière pour lui où il a fait deux beaux gros lapsus qui tournent en boucle maintenant dans les médias américains, sur les réseaux sociaux, où il a M. Poutine, Volodymyr Zelensky, où il a parlé de Donald Trump quand il voulait parler de Mme Kamala Harris. Et comme on l'a dit avec le spécialiste Guillaume Lavoie, si ça avait été un lapsus comme ça, bon, ça peut arriver, mais le contexte, le fait que ça fait plusieurs fois, ça fait en fait des mois, sinon des années qu'on connaît la situation, enfin, qu'on voyait M. Biden et on l'a vu avec le fameux débat Trump-Biden où vraiment ça a été catastrophique pour M. Biden. Mais dans ce contexte où plusieurs se questionnent sur la santé physique, sur les capacités de M. Biden à diriger le pays, bien évidemment, ça prend des proportions gigantesques, ça prend des proportions. Est-ce que ça devrait prendre ces proportions-là? Mais que voulez-vous? Dans le contexte actuel, c'est ce que ça fait. Alors, on va parler de tout ça avec Rémi et on va revenir aussi sur la chronique de Nathalie Elgrabi aujourd'hui dans le Journal de Montréal sur ces fameuses approches EDI, équité, diversité. Donc, on va en parler. Bonjour Rémi. Bonjour Karima. C'était très intéressant, effectivement, l'entretien avec Guillaume Lavoie. Je dirais que c'est assez rare d'entendre des experts de la politique américaine être justes dans leur façon d'analyser les choses, d'à la fois rappeler que Donald Trump, c'est quand même un clown, mais aussi de rappeler que Joe Biden, c'est un caractère, c'est un personnage très, très, très inquiétant là, pour la politique américaine. Hier, j'écoutais la conférence. On a beaucoup mis l'emphase sur les lapsus. Hein? C'est ça qu'on fait depuis quelque temps, les lapsus. Mais il y a autre chose que les lapsus. Parce que deux lapsus, hein, c'est pas grand-chose. Ça arrive des fois d'une mauvaise nuit, de mélanger les mots. Mais l'énergie en général de Joe Biden, c'est celle d'un homme fatigué, d'un homme épuisé, d'un homme qui cherche ses mots, d'un homme qui cherche ses repères, hein, qui arrive des fois vers la gauche alors qu'il devrait aller vers la droite. Je parle pas d'idéologie, là, je parle littéralement de géographie. C'est Joe Biden. Ça, c'est l'offre des démocrates. Et on avait présenté cette conférence-là comme une espèce de point de non-retour. Hein. On avait dit, c'est très rare qu'un président américain préside une conférence de presse. Hein. Généralement, il fait appel à des représentants, à des porte-paroles. Bon, quiconque suit la politique américaine l'a remarqué. Mais là, comme il s'était effondré durant le débat avec Donald Trump, on avait décidé de lui donner la parole, d'essayer de créer un contexte où il serait peut-être en mesure de reprendre le dessus. On avait dit, inquiétez-vous pas, ça va être un truc pour les big boys, hein, pour les grands garçons. Donc, Joe Biden, là, il n'y aura pas personne qui va lui souffler quoi que ce soit à l'oreille. Il n'y aura pas quelqu'un qui va faire un mime en arrière ou avec des cartons pour lui dire quoi faire. Il va se débrouiller. Eh bien, il ne s'est pas débrouillé. Il ne s'est pas débrouillé, c'est la vérité. Hein? On essaie de... J'aime pas ça frapper sur le même clou, j'aime pas ça m'acharner sur quelqu'un, mais il se trouve que c'est le président américain. Et il se trouve que, encore une fois, je trouve qu'il y a un mot. Il y a deux mots, en fait, mais on va commencer avec le premier, que je ne retrouve pas dans la une des grands médias traditionnels américains, et c'est le mot « mensonge ». C'est-à-dire que l'administration américaine continue de dire « He is sharp as ever ». C'est l'homme de la situation. Joe Biden qui dit hier « Vous savez, je suis l'homme le plus compétent pour occuper ce poste ». Il s'agit d'un mensonge. Et sous l'ère Trump, les médias n'hésitaient pas à crier même « menteur, liar » durant les conférences de presse de Donald Trump, où, avec raison, il notait qu'il était en train de mentir. Hein? Je ne dis pas qu'il disait la vérité qu'on traitait de menteur. Je dis qu'il mentait et qu'on osait dire qu'il mentait. Eh bien là, c'est bizarre que dans l'autre situation, on fasse tout autre chose. Oui, on prend enfin nos responsabilités, je dirais, depuis l'effondrement de Biden durant le débat, et on dit, ouais, peut-être qu'il n'est pas l'homme de la situation, peut-être en fait qu'il a fait un lapsus, oh, quelle mauvaise performance, mais on ne le traite pas de menteur. Et c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'est l'administration américaine lorsqu'elle continue de dire qu'il était malade, que c'est des choses qui arrivent, qu'il n'a jamais été aussi en forme, et qu'en fait, dans l'intimité, dans les coulisses, c'est lui qui dirige les rencontres, c'est lui qui a le plus d'énergie. Franchement,
Le deuxième mot, Karima, qu'on devrait commencer à introduire, c'est le mot égo. Parce que sous l'ère Trump, et même avant qu'il ne se présente, et même après qu'il ait perdu, on a dit, vous savez, le grand danger avec Donald Trump, c'est son ego. Il a un ego gigantesque, un ego démesuré. Il pense encore qu'il a gagné l'élection. Et les médias, et je le précise encore, avec raison, disaient, franchement, c'est un homme dangereux, c'est un homme inquiétant, il se croit plus grand que les États-Unis. Mais qu'en est-il d'un homme, et là je parle maintenant de Joe Biden, qui nous dit, vous savez, moi là, on m'a toujours dit que j'allais perdre, que j'étais un perdant, et je m'en suis toujours sorti, et c'est pour ça que cette fois-ci, ça va arriver. Attendez une minute, là. C'est peut-être la chose la plus égocentrique que j'ai entendue en politique américaine depuis des lustres, là. Donc, il confond sa croissance personnelle, son aventure, son espèce de grande épopée avec le bien-être d'un pays qui se trouve encore à être le plus puissant au monde. Alors, ce mot-là, j'aimerais ça qu'on l'entende aussi. Mensonge et égo. Oui, ben ça, je veux pas te faire de la peine, là, mais je pense que il y a aussi de l'ego chez peut-être une partie, justement, je veux dire, de ces médias américains qui, pendant des années, n'ont pas trop voulu, comme on dit, embêter M. Biden, parce qu'il y a ça aussi, hein. Faut dire que Donald Trump est tellement perçu comme une menace pour la démocratie. Enfin, ça fait partie des choses qu'on lui reproche aujourd'hui. Et je dirais donc, il y avait quand même une certaine partie de l'élite politique, de l'élite médiatique, une partie même de la population, qu'on pourrait dire aux États-Unis, qui avait comme intérêt à minorer un petit peu les défauts de M. Biden, qui se sont accommodés en fait des défauts de M. Biden, alors que on n'a pas fait la même chose pour M. Trump. Donc, il y a cette idée de deux poids, deux mesures. Moi, j'ai aucun problème parce que on pointe les problèmes ou les menaces, entre guillemets, que peuvent susciter l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Il peut avoir effectivement des inquiétudes et qu'on fasse le boulot, qu'on enquête là-dessus, mais qu'on fasse la même chose du côté de M. Biden pour l'intérêt de tous les Américains. Et je reviens encore une fois, quand j'ai parlé avec M. Gérald Olivier qui a écrit cover-up là, sur Biden, sur tout ce qui est en lien avec la famille Biden, de Hunter Biden. Le fait qu'aujourd'hui, on en parle un petit peu plus, mais ça a pris énormément de temps. Je pense que pour développer des enquêtes, d'aller à fond dans les enquêtes, on n'aurait pas eu la même retenue avec Donald Trump. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que faites le boulot, tu sais, pour l'intérêt des Américains, mais manifestement, pendant des années, il y avait cette complaisance et elle est dure à cacher. Tu parles de mensonge. À un moment donné, c'est que c'est aux yeux de tout le monde. On l'a vu avec le débat. On se dit, attention, en ce moment, c'est comme ça à 81 ans. Ça va être quoi dans 4-5 ans? Donc, je suis d'accord avec toi, de cette idée de vérité. Elle est bonne d'un côté, mais pas bonne de l'autre. Il y a vraiment une prise de conscience. Puis, faut vraiment se regarder, je pense, dans le miroir quand on voit ces choses-là, de la part de certains médias. Donc, en tout cas, je pense que tu as bien fait de souligner, je dirais, ce deux poids, deux mesures. Oui, puis on va me traiter de pro-Trump alors que je ne suis pas un Américain, que j'ai pas le droit de vote aux États-Unis et que j'ai pas donné d'indication claire ce qui pourrait porter à croire que je voterais pour Trump, que je qualifie de clown depuis des années de toute façon. C'est juste que, comme tu viens de le dire, les médias ont une responsabilité. Et lorsqu'ils contournent la réalité, lorsqu'ils ne nomment pas les choses, ils donnent raison à ce qu'on appelle des populistes. Parce que qu'est-ce que le populisme? C'est se méfier des institutions. Hein? C'est ça le populisme. Alors, si les médias ne nomment pas les choses, les gens qui ont de la jugeote, qui sont un petit peu futés, rusés, ou qui se respectent tout simplement eux-mêmes, ils se posent des questions parce qu'ils sont tannés de se faire dire des conneries. Et parlons maintenant de cet autre sujet. Je voulais revenir sur cette chronique dans le Journal de Montréal sur ces fameuses politiques équité, diversité, inclusion, les fameuses méthodes EDI, qui souvent partent d'une bonne intention. En effet, on veut que donner l'accès, par exemple, à certains emplois, certains programmes, dire, il y a des individus, des communautés, est-ce que certaines personnes ont plus de mal à obtenir certaines choses, à accéder à tout le moins là, à certains emplois ou quoi que ce soit? Et bien là, toi, tu dis, attention, des fois, c'est bien beau sur papier, mais dans la réalité, ça donne pas nécessairement les effets escomptés.
Oui, ben c'est Nathalie Garbly, le Plage 26 dans le Journal de Montréal. Très bonne chronique qui m'incite à en parler aujourd'hui. Tu fais bien de le dire, hein? Qui est contre l'équité? Hein, j'aimerais ça rencontrer cette personne-là qui est contre l'équité. On va lui donner une tape sur les mains. Qui est contre la diversité? Hein, la diversité. La diversité d'opinion, par exemple. Oh, par contre, là, il y a du monde qui sont contre ça. Qui est contre l'inclusion? Karima, l'inclusion, inclure des gens. Donc, le génie rhétorique de la gauche, c'est de s'appuyer sur un vocabulaire qui est moralement positif. C'est de dire, regardez, nous, on est pour l'équité, la diversité puis l'inclusion. Vous êtes contre? Ben, vous êtes un raciste, vous êtes un xénophobe. Bon, bref. Mais ce que Nathalie Garbly démontre ce matin dans sa chronique, c'est que finalement, posons-nous la question à savoir quels sont les effets de ces politiques-là. Et moi, je vais te dire une chose, je suis entouré de gens bien, OK? Il y a des gens moins bien autour de moi, mais vraiment, des fois, ça m'arrive d'aller dans des lieux publics. On va voir, par exemple, du théâtre. On va voir une pièce de Michel Tremblay, hein, qui se déroule dans les années 50 et 60. Et là, la personne qui est à côté de moi, qui est une bonne personne, qui n'a pas une once de méchanceté dans son corps, commence à compter les comédiens. Ah, regarde, il y a 2 noirs, par exemple. Pourquoi tu comptes des noirs? Ben, parce qu'on est dans une pièce de Michel Tremblay. C'est un peu étrange, en fait. Tu trouves pas? Je dis, tu comptes des noirs, mais c'est bizarre. Et cette personne ne le fait pas pour les mauvaises raisons. C'est qu'en raison des quotas, on se retrouve dans un monde, des fois, par exemple, si on prend juste le milieu des arts, où il y a une représentation qui est irréaliste de la scène qu'on essaie de démontrer. Et ça, c'est un héritage des quotas équité, diversité, inclusion. Dans les postes de pouvoir, dans les entreprises, par exemple, quand vous nommez quelqu'un comme dirigeant, quelqu'un qui est issu des communautés ethnoculturelles, c'est peut-être parce que la personne est la meilleure en passant. Mais en raison de ces quotas-là, des bonnes personnes commencent à se demander si c'est pas parce que la personne est noire, ou la personne est une femme, ou la personne est homosexuelle. Et c'est pas parce que la personne est raciste, homophobe, hein, qu'elle se pose ces questions-là. C'est parce que c'est rentré dans notre tête, cette logique-là. Et qui sont les premières victimes de ça? Ce sont les gens issus des communautés ethnoculturelles qui se retrouvent parfois à des postes parce qu'ils l'ont mérité, en passant, parce qu'elles sont les meilleures, ces personnes-là, mais elles se retrouvent à être observées davantage par des gens qui disent, bon, ben regarde, on a nommé quelqu'un parce qu'elle était noire, cette personne-là, ben, on va quand même regarder un petit peu plus son bilan, parce qu'il se trouve que c'est peut-être pas la meilleure personne, et qu'en raison des quotas qui obligent l'entreprise à nommer des gens à des postes de pouvoir pour bénéficier de subventions, par exemple, ou de capital médiatique, eh bien, on a nommé cette personne-là. Donc, la personne en charge, en poste, elle sollicite plus d'attention. Et là, lorsqu'elle commet une erreur, on dit, ben là, c'est bien parce que, tu sais, c'était pas la meilleure personne de toute façon à la base. Mais les gens font des erreurs. Donc, on ne se poserait pas ces questions-là. On ne serait pas plus intransigeant avec ces gens-là si ça n'existait pas ça à la base. Donc, ça, c'est le côté négatif des quotas équité, diversité, inclusion. Oui, c'est ça. Puis, il y avait cette chronique aussi dans le Journal de Montréal, L'inclusion à 2 vitesses de Sophie Durocher sur l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, sur un programme de stage sur les plateaux de tournage et de mentorat qui vise aussi ce qu'on dit des personnes issues de communautés plus marginalisées. Et j'en parlais ce matin dans mon édito en disant, OK, parfait, oui, qu'on ouvre, puis qu'il y ait plus de ces personnes-là qui n'ont pas accès ou enfin qui ont du mal à avoir accès à certains programmes. Moi, j'ai pas de problème, mais c'est d'exclure à l'entrée déjà. Donc, je sais pas sur combien là qui en acceptent. Ben de dire que finalement, il y a des personnes qui ne peuvent même pas appliquer. Puis tu parles de cette diversité inclusion. Si vous êtes un Canadien, je sais pas, là, vos 2 parents sont blancs, vous êtes un Québécois, 2 parents sont blancs, vous venez de Cap-de-la-Madeleine, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous venez je sais pas moi, d'un quartier de Schlager-Maisonneuve, du Sud-Ouest, vous venez d'un milieu défavorisé, peut-être un milieu vous avez aucune connexion dans le milieu du cinéma ou dans d'autres choses, et vous avez trouvé votre salut dans le cinéma ou dans peu importe la carrière que vous voulez faire, et finalement, vous appliquez pour ce type de programme et on vous dit, ben non, vous êtes blanc. Vous avez un privilège blanc. Ben, on ne tient pas compte du fait aussi que chez les personnes qu'on dit blanches, là, je déteste cette assignation à la couleur de peau, mais aujourd'hui, on parle comme ça. Hein, on dit les Noirs, on dit les Blancs, on parle des gens en fonction de leur couleur de peau, de leur orientation sexuelle. Ben là, on vous dit, vous avez un privilège blanc. Mais est-ce que c'est possible que
Si vous êtes d'un milieu super bourgeois, que vous êtes d'une famille noire bourgeoise avec des moyens, de l'accès à toutes sortes de choses et que vous êtes d'un milieu, oui, vous êtes blanc, mais vous venez d'un endroit difficile, est-ce qu'on tient compte de ça ou simplement vous avez un privilège blanc? Donc oui, à cette inclusion, mais on ne peut pas d'emblée fermer la porte. Je pense que c'est avoir une vision un peu erronée de ce qu'est l'accès finalement à la justice. Et comme tu dis, ça crée une situation aujourd'hui où ça crée un doute. Et ça, c'est terrible pour la cohésion sociale. Je pense qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas se laisser bluffer par des beaux mots, mais au fond, qui cachent autre chose ou qui ont des conséquences qui peuvent être assez néfastes pour tout le monde, finalement. Oui, tu as raison, c'est le doute. C'est le mot le meilleur mot qu'on peut utiliser. On scrute. On scrute des situations qui devraient aller de soi. On ne devrait pas être en train de regarder quelle est la couleur de telle personne, quelle est l'autre couleur. Et à la base, ce mouvement-là, je ne sais pas quel était l'objectif, en fait. Je m'en doute un petit peu. Mais j'ai de la difficulté à croire qu'on se trouve surpris aujourd'hui, je parle des artisans de ces formations-là, devant la frustration de certaines personnes. Imaginez-vous que vous vous faites bloquer l'entrée dans un programme universitaire parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau et qu'on vous dit, oui, mais c'est parce qu'il faut rétablir la justice. Mais la justice, mais vous parlez de mes ancêtres? Oui, c'est ça exactement. Donc moi, je fais partie de la génération sacrifiée? Oui, c'est ça. Comment quelqu'un peut sortir de ce genre de situation-là sans être complètement frustré, désabusé, et même cultiver de la violence en lui? Je sais pas comment c'est possible, en fait. Peut-être qu'on mise sur des tempéraments très calmes, mais il se trouve que la population en général, ce sont des gens fiers. Donc, c'est pas la réaction qu'on peut vraiment espérer d'eux. Rémi Villemur, merci beaucoup d'avoir été là et je vais te souhaiter un beau 2 semaines à l'antenne de Cube parce que moi, je vais prendre quand même des petites vacances cet été parce que je travaille tout le temps. Oui. Et donc, je vais m'ennuyer évidemment du micro, mais je vais pouvoir t'écouter. Tu vas pouvoir me remplacer. Donc, tu vas être là pendant 2 semaines et tu seras justement là. Moi, j'ai bien hâte de t'écouter. Les auditeurs vont être en excellente compagnie pour les 2 prochaines semaines. Alors, je t'écoute dès lundi. Et puis, je te dis surtout à bientôt. On se reparle, nous, dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bonnes vacances, Karima.